On sent qu'il y a quelque chose qui avance, qui se joue ici. Et à travers mon voyage, c'était aussi une façon de créer un pont, parce qu'aujourd'hui, il y a un fossé entre le monde ultra-orthodoxe et le monde sioniste religieux ou sioniste pas religieux. Et moi, j'ai voulu rapprocher ces deux mondes, puisqu'on dit que de toute façon, la Géoula viendra grâce à l'amour gratuit. Elle s'appelle Hadassa Teubol, c'est une femme active, elle vit dans la communauté du Raincy, mais son cheval de bataille, c'est faire du lien entre les femmes juives orthodoxes et les femmes d'Israël. Pour elle, elles partagent le même destin, ou en tout cas, elles essaient d'être, on va dire, des soutiens d'Israël malgré tout. Hadassa Teubol, bonjour, bienvenue. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes, pour ceux qui connaissent votre fils, la maman, on va le saluer, de Melachi Teubol, qui est chaliar en France, à Lyon. Voilà, oui. Et qui fait un travail extraordinaire, donc oui. on est obligé de le signaler. Alors, vous avez monté une association qui s'appelle Womanager, oui. Voilà, il y a à peu près 2 ans, parce que vous avez vu qu'il y avait un décalage entre ce que les femmes d'Israël vivaient, ce que les femmes orthodoxes vivaient, et vous ne compreniez pas pourquoi il n'y avait pas une espèce d'union, de lien plus fort encore. J'ai fondé Womanager il y a environ 2 ans. Au départ, c'est parti vraiment de quelque chose de très amical. C'était au départ surtout une volonté de retrouver des amis. C'était un mois de Shevat, il y a un peu plus de 2 ans. Et c'était vraiment au départ des rencontres entre copines. Et puis le 7 octobre est arrivé. Voilà, le 7 octobre est arrivé quelques mois plus tard. Et là, c'est vrai que mon association a connu, c'était au départ un groupe WhatsApp qui est devenu une association, a connu une croissance incroyable, puisque le 7 octobre, mes enfants sont partis sur les fronts. Et que Ils ont quitté le Raincy pour partir à la guerre, en fait. Voilà, il y en a en pleine fête. Yona était en service militaire le 7 octobre, il a rejoint sa base tout de suite. Il nous a fait appeler pendant Shabbat par le voisin d'en face, puisque j'habite au Raincy dans le 93, donc il s'est débrouillé pour nous faire appeler par le voisin d'en face pour nous prévenir qu'il rentrait à Gaza. Et on était complètement affolés puisque on comprenait pas ce qui se passait, nous, de là où on était. Et mon fils Yirmiya, qui lui passait la fête de Simchat Torah avec nous, s'est précipité, donc dès le lendemain, le 8 octobre, s'est précipité lui aussi depuis la France pour rejoindre sa base, et il a voyagé dans le cockpit d'un avion pour... Oui, parce qu'il n'y avait plus de place, il n'y avait pas de billets, et on l'a pris dans le cockpit. On l'a pris, voilà, on avait besoin de lui. Parce qu'il était combattant. Voilà, c'est ça. Alors, on peut dire que vous, la réalité des femmes israéliennes, vous avez eu l'impression de la vivre. D'ailleurs, vous l'avez vécu, parce que toutes celles qui ont vu partir leurs enfants à la guerre ont vécu exactement la même chose que vous, voilà. Dans un autre pays, mais... On peut dire que vous étiez complètement en symbiose et vous avez évidemment essayé de faire passer cet Israël-là qui a du mal à passer dans les communautés orthodoxes. C'est-à-dire que moi qui habite dans le 9-3, tout d'un coup, c'était le 8 octobre, il y a eu un Uber qui s'est arrêté devant chez moi, qui a emporté mon fils et le voisin aussi qui était Khayal, donc 2 Khayal qui montent dans un taxi, les voisins autour, les mamans qui font des brachot, l'eau, on jette de l'eau sur le taxi, et voilà, 2 Khayalim qui sont emportés par un taxi vers un avion qui les emportera, enfin en tous les cas pour mon fils, dans le cockpit d'un avion en Israël. Et c'était juste hallucinant comme scène. Et quand j'ai appris que après la fête, qu'en Israël s'était passé ce genre de scène dans toutes les rues d'Israël, et je me suis sentie, c'est vraiment le mot qui m'est venu à l'esprit, je me suis sentie hissée au niveau des femmes d'Israël, de ces géantes, et avec un mélange à la fois de fierté et d'appréhension. Vous auriez pu choisir voilà, la tristesse, le désespoir, l'angoisse, mais
pas du tout ce que vous avez fait. Vous avez été du côté de la lumière, vous avez choisi l'espoir et vous avez voulu redonner le moral à toutes ces femmes. Oui, voilà, j'ai voulu transmettre tout ce que j'avais en moi, puisque dans cette période dure, pour moi, il n'était pas question de sombrer dans le désespoir. Déjà parce que mes enfants, ils avaient besoin de force. Ils avaient besoin que je les renforce et surtout pas de sentir de la peur, parce que la peur, ça les fragiliserait et que s'ils étaient fragiles, je les exposais davantage. Donc j'ai dû développer, certainement, il y a quelque chose d'inconscient en moi qui a fait en sorte que j'ai développé des armes incroyables d'optimisme, d'espoir, de foi, de courage, d'émouna. Vous êtes réunis, vous avez donné des conférences, vous avez beaucoup parlé, vous avez fait énormément de choses. Oui, et puis j'ai donné beaucoup de force aussi à mes enfants, et pour pouvoir leur donner beaucoup de force aussi, il y a eu quelque chose aussi d'assez incroyable qui s'est passé, c'est que j'avais besoin aussi de puiser des forces, et c'est le cas de le dire, et à travers mon association, j'avais eu la chance, mais vraiment 3 mois plus tôt, de pouvoir privatiser une piscine au Rincy pour les femmes, et ça a été, et avec mon amie Mariacha, on a été tous les mardis, on y va ensemble, et c'était vraiment pour nous une façon de se ressourcer, de prendre des forces, parce que pour pouvoir donner des forces, il faut en prendre bien aussi. sûr. Ce qui est très intéressant, c'est que dans ces communautés orthodoxes, on ne parle pas d'Israël. Non. On ne fête pas Yom Ha'atzmaut. Non. C'est des choses qu'on ne dit pas trop parce que c'est pas tellement politiquement correct, mais c'est pourtant une réalité. Oui. Et vous, c'est quelque chose qui était difficile à vivre. Oui, pour moi, c'est quelque chose de difficile à vivre. Et je suis née dans une communauté ultra-orthodoxe. Les communautés ultra-orthodoxes, c'est vraiment mon milieu. C'est là où il y a ma famille, mes amis, et j'aime cette communauté dans laquelle j'ai grandi. Et c'est une communauté qui a beaucoup de qualités, qui a des qualités bien incroyables, de chesed. Les gmars, c'est que dans les communautés orthodoxes. Il y a un chesed incroyable qui se déroule. Et c'est justement parce que j'aime cette communauté que ça me fait de la peine, parce que j'ai ce sentiment que l'histoire du peuple juif avance et que ces communautés restent en marge de cette histoire. Et j'ai envie vraiment de les connecter. Ils sont parfois entortillés dans un discours antisioniste de base qui, à mon sens, est complètement désuet et dépassé. Moi-même, quand j'étais petite, j'étais à l'école Lucien de Hirsch et je faisais partie d'une bande d'enfants orthodoxes qui, lorsque c'était Yom Ha'atzmaut, tous les enfants de l'école s'habillaient en bleu et blanc, et puis nous, on s'habillait en orange, en vert. On fêtait pas Yom Ha'atzmaut. Oui, on s'habillait surtout pas en bleu et blanc. Et quand on chantait la tikva, alors on courait dans les toilettes, s'enfermer, on se bouchait les oreilles, on faisait un peu de zèle, en quelque sorte. Et puis un jour, je me suis retrouvée au Kotel en train de chanter la tikva pour le tekes de mon fils. Et je me suis dit, waouh, mais c'est fou, mais quel cheminement. Et c'est vrai que c'est un cheminement qui est venu par mes enfants. Et puisque vous parliez de Malachi, Malachi porte le prénom du prophète Malachi, qui dit Ve'eshiv lev avot al banim, et ils ramèneront au temps de la Géoula, les enfants ramèneront le cœur des pères vers eux. Et c'est vraiment Malachi, le premier sioniste de la famille, qui nous a, au fur et à mesure, ça n'a pas été du jour au lendemain, mais ça a été un cheminement qui nous a fait prendre conscience que finalement, le peuple juif était retourné sur sa terre. Et dans les communautés orthodoxes, pour eux, c'est parfois un non-événement. Ouais, mais alors, oui, les choses avancent. C'est important de parler de ce sujet-là. Je crois que ça touche beaucoup de gens, parce que les gens ne savent pas comment faire. Et ce cataclysme du 7 octobre, où chaque juif, peu importe qu'il soit religieux, non religieux, assimilé complètement, orthodoxe, est visé dans sa vie et mis au banc de la société. Enfin, je veux dire, quand on parle des juifs dans la presse, etc., quand on parle d'Israël, tout le monde se sent visé, tout le monde se sent mal à l'aise. Et c'est vrai que, alors on ne peut pas dire que les orthodoxes n'ont rien fait. Ils ont beaucoup parlé de la tsniout pendant cette époque-là, en disant que la tsniout devait, on va dire, apporter la Géoula, ou devait peut-être apporter la paix en Israël. Mais vous, ça vous a un peu énervé aussi, ça.
C'est quelque chose qui m'a surtout pas parlé, parce que c'est vrai qu'on disait beaucoup après le 7 octobre, Bisrout, par le mérite des femmes justes, viendra la Géoula, la délivrance. Et donc il y a beaucoup de campagnes de Tzniut qui se sont développées, et je trouve que c'est très bien, la tzniut, c'est la base, moi-même je la respecte complètement, mais je trouvais que c'était réducteur. Je trouvais que les femmes qui ont apporté des délivrances au peuple juif au cours de notre histoire, elles ont fait bien plus que ça. Et j'ai voulu valoriser cet héritage à la fois en demandant aux femmes d'écrire dans mon groupe WhatsApp. Chaque semaine, il y a une femme qui écrit un article sur la femme de la semaine. On a fait une liste de 52 femmes et chaque semaine, il y a un article sur la femme de la semaine en rapport soit avec la paracha, soit avec la période du moment. En ce moment, c'est les femmes de Shavuot comme Ruth, Noémie, Nitzevet. Voilà, donc on écrit ces articles chaque semaine. Et l'idée, c'était de mettre en avant l'héritage que nous ont laissé toutes ces femmes, et on a eu l'idée, à côté de ces articles qu'on écrit chaque semaine, également de réaliser la première frise des femmes qui façonnent notre histoire depuis Ève jusqu'à nos jours. Voilà, donc vraiment vous êtes hyper engagée et vous le faites avec, on va dire, en donnant du sens, oui. En donnant du sens à toutes les choses que vous faites, oui. En parlant de ces femmes, non pas, voilà, parce qu'elles sont femmes tout simplement, pas du tout, mais vous racontez leurs actions, vous essayez même de relayer les femmes qui ont amené la Géoula en Égypte, parce que c'est ce qu'on dit, ce qui est écrit dans le Talmud, et les femmes d'aujourd'hui. Donc vous avez fait un tas de trucs. On va pas tout détailler parce que c'est vrai que ça nous prendrait beaucoup de temps. Oui, je donne un sens, mais juste je rebondis sur une chose, je donne un sens dans le sens où sur notre frise, à la fin, il y a la possibilité pour chacune d'inscrire son nom sur les traces de nos prédécesseuses, et tout à la fin, il y a comme une image du troisième temple, avec l'idée que chacune à notre époque doit se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour apporter moi aussi ma pierre à l'édifice à reconstruire. Alors vous avez organisé un très beau voyage, dans le même, on va dire, dans la continuité de ce que vous avez essayé de faire depuis le 7 octobre, pour faire en fait se connecter ces femmes orthodoxes qui ne connaissent pas le sionisme religieux, qui se vit en Israël. Et ça a dû être assez fabuleux, quoi. Oui, les femmes étaient subjuguées parce qu'il se passe ici des choses incroyables. Il y a des géants et des géantes, et on a fait des rencontres et des visites incroyables. Et les femmes, elles ont pour beaucoup pris conscience que finalement, ces discours antisionistes de base, finalement, ils étaient caducs. Et qu'ici, en Israël, le discours antisioniste de base, c'est de dire que les sionistes, c'est des laïcs, ils sont anti-Torah, alors qu'ici, on a rencontré, à travers les interventions qu'on a eues, les visites qu'on a eues, on a rencontré des personnes qui allient tellement merveilleusement retour à Tzion, amour de la Torah, amour du peuple juif, engagement pour le peuple juif, et qui allie limoud et études et aussi combat sur le front pour défendre le peuple juif. Voilà, moi-même, comme je vous disais, mes fils sont sur les fronts, et c'est vrai que j'avais j'ai rien, je suis ok avec le fait qu'il y en a qui étudient, d'autres qui se battent, mais il y a un moment, en principe, en théorie, bien sûr, je suis d'accord avec cette idée, mais il y a un moment où quand on voit que nos chayalim s'épuisent, et moi je l'ai vraiment vécu, notamment avec mon fils Yona, qui à 20 ans s'est retrouvé des périodes de 50 jours sur les fronts, sans nouvelles, sans rien, et il est retourné. Il y a un moment où je sentais, lors d'une permission, c'est-à-dire que j'ai très bien vécu cette guerre parce que j'avais des forces incroyables, mais là où c'est devenu plus dur pour moi, c'est quand vers le mois de février, j'ai senti qu'il s'épuisait, qu'il s'usait, qu'il s'abîmait. Et là, j'ai rêvé qu'un de ses cousins ou qu'un de ses amis de Yeshiva vienne lui mettre la main sur l'épaule et lui dise « Yona,
tu as assez œuvré, retourne à la yeshiva et moi je vais prendre ta place. Et moi je trouve que alors bien sûr que c'est bien qu'il y en a qui étudient, d'autres qui se battent, mais il y a un moment où quand il y a une réalité, quand il y a une nécessité, peut-être qu'il faut se poser la question. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais peut-être qu'il faut se poser la question, parce que la Torah qu'on étudie dans les Beth Midrash, elle dit que quand ton ennemi, il porte un fardeau trop lourd, eh bien, viens l'aider à le porter. Mais quand c'est ton ami, quand c'est ton frère juif, quand il y a une nécessité, quand la réalité le demande, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on doit, je ne vais pas dire qui je suis pour dire ce qu'il faut faire, mais au moins se poser la question et de manière responsable pour se dire, est-ce que je peux laisser mon ami, mon frère juif crouler sous ce poids? Alors, c'est vraiment le but de toutes vos actions. On est obligé, bien sûr, avant de terminer l'émission, de parler de ce qui s'est passé au Raincy avec Lali Deray, qui était votre invitée pour célébrer le Rosh Chodesh Nissan. Vous avez organisé une grande fête pour les femmes, pour les connecter, justement. À l'histoire du peuple juif, à la réalité d'Israël, en fait, et à cette beauté. Lali Deray, elle représente vraiment cette alliance entre Torah et réalité d'Israël. Enfin voilà, cet amour d'Israël, voilà, une Torah vivante, en fait, une Torah vivante, une Torah qui avance. Et parfois, ce que je reproche un peu au milieu ultra-orthodoxe, c'est que je trouve que parfois c'est une Torah un peu figée. Ouais. Et alors qu'ici, tout est tellement vivant, tout avance. Voyez, il y a un sens. Quand vous disiez, je donne du sens, non seulement que je donne du sens, mais il y a un sens, il y a une direction. En fait, on va vers quelque chose. Et ici, on le sent vraiment à plein nez, comment on avance vers quelque chose, même si le parfum de Géoula, comme j'ai appelé mon voyage, est mêlé aux poussières des canons, eh bien... justement, on sent qu'il y a quelque chose qui avance, qui se joue ici. Et à travers mon voyage, c'était aussi une façon de créer un pont, parce qu'aujourd'hui, il y a un fossé entre le monde ultra-orthodoxe et le monde sioniste religieux ou sioniste pas religieux. Et moi, j'ai voulu rapprocher ces deux mondes et créer un pont, puisqu'on dit que de toute façon, la Géoula viendra grâce à l'amour gratuit. Et c'est pas avec ces dissensions, avec ces fossés qu'on va y arriver. Pour moi, ce rapprochement, il va dans le sens de la Géoula aussi. Donc, juste pour terminer avec cette histoire de Lali Deray, bien sûr, mais je comprends, et vous parlez très bien d'ailleurs. Cette invitation que vous avez faite à Lali, bon, alors évidemment la soirée a eu lieu, mais ça n'a pas été sans remous. On en a parlé aussi sur cette antenne, puisque la communauté du Raincy, les Rav du Raincy ont envoyé des mails, des interdictions à participer, des communiqués à toute la communauté. Sur les groupes WhatsApp aussi, pour ne pas écouter Lali. C'est fou, quoi. Oui, c'est fou. Et moi, j'avais beaucoup de peine. Parce que, surtout que c'était une soirée vraiment autour de ces géantes d'Israël, qui pour moi sont vraiment comme ces Nashim Tzadkaniot d'Égypte, qui, alors que le peuple était déprimé, elles donnaient de l'espoir au peuple. Elles avaient même préparé des tambourins. Et pour moi, les femmes... D'ailleurs, j'en montre un, parce que vous faites aussi... je le montre. Vous faites le fameux tambourin de Myriam, qui était utilisé lorsqu'ils sont sortis d'Égypte pour chanter, Asia Shir Moshe avec le tambourin. Vous faites plein de choses. Pour moi, les femmes d'Israël d'aujourd'hui qui prennent la parole lors des espèdes, qui font des témoignages, pour moi, elles sont vraiment alignées à ces Nashim Tzadkaniot d'Égypte, puisqu'elles donnent, c'est des femmes aujourd'hui qui donnent des forces, qui renforcent le peuple, des femmes comme Lali, Lali qui a vécu quelque chose de tellement dur, eh bien, c'est elle qui renforce le peuple, qui donne du courage, de l'espoir, mais vraiment comme les Nashim Tzadkaniot d'Égypte, et vraiment je trouve qu'elles sont en lien, et le Harizal nous dit que les femmes du 6e millénaire, elles sont connectées aux femmes d'Égypte et qu'elles amèneront la Géoula à notre époque. Et notre soirée était vraiment sur ce thème des tambourins et des Nashim Tzadkaniot, et j'ai pas compris ce communiqué au départ. Après, j'ai compris qu'ils avaient peur de l'armée, de l'investissement de Lali. Mais moi, j'avais envie, et j'avais de la peine, parce que je me suis rendu compte à quel point ils sont déconnectés de la réalité d'Israël. Et j'avais envie de leur dire juste, venez l'écouter, le témoignage d'une femme d'Israël, d'une femme qui est imprégnée de la force vitale d'Israël. Peut-être que vous ne changerez pas d'avis, mais peut-être ça vous permettra de nuancer votre propos. Et j'avais beaucoup de regrets qu'ils ont envoyé de ce communiqué au lieu de simplement s'ouvrir à l'autre. Et je pense que si on s'ouvre à l'autre, on s'ouvre à la réalité de l'autre, on crée l'amour du prochain, qui sont les conditions favorables à
l'évolution de notre histoire et que les dissensions qui frappent notre peuple, ça nous aide pas, ça nous apporte pas la bracha à notre époque. Bon, alors en tout cas, franchement, bravo pour toute votre action, pour ce voyage que vous avez amené, je crois, à 30 femmes ici. Voilà, peut-être que l'année prochaine, il y en aura 60, voire 100. Pourquoi pas, on vous le souhaite. Parce que quand j'ai ouvert mes inscriptions, c'était juste fou parce qu'en 48 heures, on a eu 30 inscriptions et une liste d'attente. Donc il y a un besoin, il y a un besoin terrible. Il y a une demande. Et je souhaite vraiment de tout cœur pouvoir organiser l'année prochaine un voyage encore plus grand parce que vraiment on s'occupe beaucoup des femmes loin du judaïsme pour les rapprocher du judaïsme, mais on s'occupe pas des femmes religieuses et pourtant elles ont besoin. Ouais. Et cet empressement nous a vraiment appris ça. Bon, ok. En tout cas, si vous avez envie d'en savoir plus sur Woman Manager, vous pouvez vous connecter sur leur page Instagram, Woman Manager. On mettra le lien évidemment sur Facebook aussi. Ils ont une page. En tout cas, bravo pour votre engagement, Hadassa. Bon courage pour la suite. Je suis sûre que vous aurez encore de nombreuses idées passionnantes. Amen. Et que le lien entre Israël, les femmes d'Israël et les femmes orthodoxes, j'espère qu'il va continuer de grandir. Amen. Merci. Voilà.